On a le plaisir ce soir d'accueillir Mathieu Trouvé pour une nouvelle conférence. Mathieu Trouvé était déjà venu plusieurs fois à Pessac au cinéma Jean Eustache pour l'Unipop Histoire, notamment sur le Brésil, je ne sais pas si vous en souvenez, sur le Brésil, sur l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne, et je crois sur la transition démocratique en Espagne notamment. Ce soir, c'est l'histoire de l'ETA dont il est question, avec Vie et mort de l'ETA 1959-2018. Avant de vous parler du sujet, avant de laisser la parole à Mathieu, je vais rappeler que Mathieu Trouvé donc, est maître de conférence en histoire contemporaine à Sciences Po Bordeaux, agrégé d'histoire. Vous êtes membre aussi du comité de pilotage de l'Unipop Histoire, donc c'est aussi grâce à vous que le programme chaque année de cette Unipop est réalisé. Vos recherches portent notamment sur l'histoire politique de l'Espagne et de la France depuis 1945, mais aussi sur les relations diplomatiques de la France et de l'Amérique latine. Vous avez publié plusieurs ouvrages, articles sur ces sujets-là, notamment l'Espagne et l'Europe, de la dictature de Franco à l'Union européenne. Et puis, je crois que vous préparez un livre aussi sur l'histoire politique de l'Espagne depuis 1975, je sais, qui doit paraître prochainement aux presses universitaires de Bordeaux. J'espère que ce livre est en bonne voie. Alors, sur le vie et mort de l'ETA 1959-2018, bien entendu, cela fait presque 60 ans que l'ETA, 60 ans d'activité finalement de cette organisation, et c'était important de revenir sur cette histoire. C'est une organisation qui est née sous Franco, mais qui a survécu finalement à la transition démocratique en Espagne. Elle a bien sûr été responsable de centaines de morts en Espagne, et elle a finalement échoué dans cet objectif qu'elle s'était donné d'acquérir l'indépendance du Pays basque, et elle a fini par, d'une certaine manière, déposer les armes en 2018. Donc c'est sur cette histoire finalement que vous nous proposez de revenir ce soir, et je vous en remercie vraiment, et je vous laisse la parole. Merci, bonjour à tous, bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais partager également mon écran pour vous montrer donc quelques éléments sur donc vie et mort de l'ETA, sur cette organisation dont parlait Bruno. Alors je voudrais remercier évidemment le cinéma, donc Jean Eustache de Pessac, surtout aussi les personnes qui sont les chevilles ouvrières de cette Unipop Histoire, dont Bruno notamment, que je remercie vraiment beaucoup pour continuer donc d'assurer ces séances auxquelles je suis très attaché. Et en effet, j'avais déjà eu l'occasion d'intervenir sur l'Espagne, sur plutôt les aspects politiques. J'ai également, donc comme le disait Bruno, je suis en train de préparer une histoire politique de l'Espagne depuis 1975, qui est en bonne voie d'achèvement. J'espère pouvoir publier à la fin de l'année ou début de l'année prochaine ou plus tard. Et donc, il m'a semblé intéressant aussi de proposer un sujet sur l'ETA, parce que donc c'est une organisation, comme le soulignait Bruno, hein, qui a eu une longévité exceptionnelle. Donc de 1959 jusqu'en 2018, rares sont les organisations terroristes qui ont duré aussi longtemps dans l'histoire. Il n'y a guère que les FARC, éventuellement en Colombie, qui peuvent rivaliser. Mais dans un contexte européen, hein, c'est vrai qu'on a affaire à une organisation qui est extrêmement vivace, pendant très longtemps, active jusqu'en 2011, 2009, dernier attentat, 2011, et une organisation qui, si on réfléchit aussi, est très proche de nous. Hein. On en parlait tout à l'heure hors antenne, on est à 200 km de chez nous, de Bordeaux en tout cas. Et c'est vrai que l'ETA, c'est une organisation qui a traversé en même temps toute l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle en Espagne, les années Franco, mais aussi les années de la démocratie, et qui a donné lieu à un nombre très impressionnant de livres, d'historiens, d'acteurs, de sociologues, une bibliographie
abondante dans laquelle j'ai essayé de me plonger, et vous voyez ici juste un patchwork qui est une sorte simplement d'exemple de toute cette littérature qui existe sur l'ETA, des livres également de témoins aujourd'hui qui racontent leurs années ETA, leur expérience ou au contraire leur lutte contre l'ETA, des militants qui témoignent, et aussi bien sûr un sujet dont le cinéma s'est emparé à travers plusieurs œuvres de fiction, et notamment donc, les deux qui accompagnent cette conférence, Yoyes et El Lobo, des œuvres à la fois d'ailleurs d'espagnol, mais aussi de français. Alors, l'ETA, c'est donc une organisation extrêmement vivace, donc, et qui a une longévité exceptionnelle. Et il est nécessaire de évidemment réinsérer cette histoire de l'ETA dans son contexte. Et comme le disait Bruno, donc on a une organisation qui naît à l'époque de Franco. Donc on a une première période, on va dire, qui se dégage. Ce sont les années Franco, de 1959 à 1975. Puis les années de la démocratie, de la transition démocratique, où l'ETA continue son activité contre la démocratie, donc de 75 aux années 80-86, et ensuite une troisième phase que j'appellerais une longue phase d'agonie qui va durer, je dirais, quasiment de 1990-92 à peu près, long déclin qui commence dès le début des années 90 et qui va se prolonger on va dire, jusqu'aux années 2011-2018. Alors, l'histoire de l'ETA, ce n'est pas seulement une histoire du terrorisme. Je voudrais mettre l'accent là-dessus. Ce n'est pas seulement une histoire du terrorisme en Espagne, c'est en fait une histoire qui est à la croisée de plusieurs chemins. C'est d'abord une histoire, alors bien sûr, du terrorisme, de l'action terroriste, de son idéologie, de la violence terroriste. La plupart des personnes qui ont écrit sur l'histoire de l'ETA se sont penchées d'abord sur le thème de la violence. Alors, c'est en même temps l'ETA, une période où l'ETA est active qui concerne les années surtout 1970-1980, qui sont aussi des années de plomb en Europe. Il faut aussi recontextualiser cela donc, dans un contexte européen. Vous avez l'extrême gauche allemande qui est très active en matière de terrorisme, la Banda Bader ou la Rote Armee Fraktion. Vous avez en Italie les Brigades Rouges. Et il ne faut pas non plus oublier le terrorisme d'action directe en France. Il y a également un terrorisme d'extrême droite à cette époque qui est aussi très important, notamment en Espagne. Donc c'est forcément une histoire du terrorisme dont on va parler, c'est également une histoire politique. Une histoire politique espagnole, l'histoire du franquisme, c'est dans ce contexte-là que naît le TA. Donc on ne peut comprendre l'organisation sans aussi avoir en perspective cette histoire du franquisme, l'histoire également de la transition démocratique, qui est en grande partie une transition faite par les élites, et notamment par des élites franquistes, une histoire aussi de la démocratie et de la vie politique et sociale de l'Espagne à cette époque. C'est en même temps, bien sûr, puisqu'on parle du Pays basque, c'est en même temps une histoire régionale dont il faut parler. Celle du Pays basque que vous avez ici à l'écran, en partage d'écran, donc le Pays basque espagnol au sens strict, mais aussi au sens large. Pour l'ETA, le Pays basque, en effet, c'est 4+3, la formule 4+3 égale 1. 4 provinces basques, espagnoles, la Biscaye, le Guipúzcoa, la Navarre et la province d'Álava, et puis les 3 provinces également françaises, la Labour, la Basse-Navarre et la Soule. Donc, cette histoire de l'ETA nous invite aussi à faire une histoire politique, sociale et culturelle du Pays basque, une histoire aussi donc régionale, celle d'un séparatisme, d'un indépendantisme basque, de la question basque également. Beaucoup d'auteurs se sont penchés sur l'ETA en étudiant d'abord l'histoire du Pays basque et l'histoire des revendications politiques, culturelles et linguistiques des Basques. Faire l'histoire de l'ETA, c'est aussi faire une histoire des relations internationales. Car il ne faut pas oublier non plus que vous avez donc un Pays basque qui est franco-espagnol, vous avez aussi l'ETA qui va avoir, surtout dans le sud-ouest de la France,
trouver des bases arrières, des bases de refuge, beaucoup de réfugiés basques en France, dans le sud-est, sud-ouest, mais aussi, on le verra plus tard, également dans la région parisienne, même en Bretagne. Donc, une histoire aussi de la lutte antiterroriste franco-espagnole qui s'est mise en place à partir des années 1984-1985, mais aussi une histoire des liens entre l'ETA et l'IRA, l'organisation terroriste nord-irlandaise, des liens avec également l'Afrique du Nord et l'Algérie en particulier, avec d'autres mouvements de libération, liens parfois mal connus, mais il a existé des liens, en tout cas des forts soupçons pèsent sur des liens entre l'ETA par exemple et certaines organisations pro-palestiniennes, entre l'ETA et également à une certaine époque l'URSS, entre l'ETA et Cuba. Donc, liens encore parfois mal connus, mais qui vont concerner alors plus l'entraînement de certains militants, de certains activistes, et également les problèmes de fourniture d'armes dont on va reparler. Faire l'histoire de l'ETA, c'est aussi faire une histoire sociale. D'ailleurs, de plus en plus d'auteurs se penchent aujourd'hui, sociologues, des philosophes même très récemment, sur le militantisme et surtout les militants, les générations de militants basques, des générations différentes, car pour qu'une organisation ait pu vivre pendant très longtemps, il faut évidemment des pères fondateurs, mais il faut aussi des fils qui entretiennent, et voire même des petits-fils qui poursuivent l'œuvre. Et donc, tous ces différents parcours, ces orientations de militants sont aussi l'objet de toute une attention dans une perspective plus sociologique. Souvent d'ailleurs, on va en reparler, hein, ces militants basques sont assez jeunes. Certains même dans les années qui ont poursuivi l'action terroriste dans les années 90-2000 n'ont jamais connu Franco. Donc l'histoire de l'ETA, c'est une histoire complexe. Une histoire en mouvement, une histoire connectée aussi, pour employer des termes modernes, une histoire globale. Il y a beaucoup de pistes à explorer. Le chantier, hein, malgré l'abondance des œuvres que je vous ai montrées, y compris des œuvres de fiction, hein, donc c'est un vaste chantier, hein, c'est juste un exemple. Alors, avec aussi un accès à des sources très disparates, l'historien donc s'appuyant sur les archives, j'en dis un mot très rapide. Vous avez bien évidemment des archives espagnoles, hein, les archives de l'administration qui nous permettent d'y voir un peu plus clair, du ministère de l'Intérieur, de la police, des archives du ministère de la Justice, du ministère des Armées aussi, qui a été impliqué dans la lutte antiterroriste, les archives diplomatiques, quelques archives privées également de fondations. On a aussi les archives françaises. Il y a beaucoup de documents dans les archives françaises qui parlent de l'ETA. Moi-même, j'ai pu, notamment dans les archives diplomatiques du Quai d'Orsay, regarder pas mal de documents, de rapports de certains attachés militaires ou tout simplement de diplomates qui font le compte-rendu de toutes les activités terroristes, de tous les incidents, et aussi du lien entre la question entre la question basque et les relations franco-espagnoles de manière plus générale. On a aussi les archives de l'OFPRA, entre parenthèses, les archives des réfugiés, puisque beaucoup de Basques, avant 1979, ont été considérés comme des réfugiés politiques. Et donc, on a des documents aussi d'archives sur cette question. Les archives médiatiques, bien sûr, les archives européennes, Interpol, les archives départementales des Pyrénées-Atlantiques. Bref, le chantier est très, très vaste, d'autant que vous avez encore beaucoup de ces archives, une grande partie qui sont sensibles, donc inaccessibles, réservées. Dans les dossiers, par exemple, de l'archive diplomatique du Quai d'Orsay, il y a beaucoup de dossiers qui sont retirés du carton d'archives qu'on peut consulter en tant qu'historien-chercheur parce que classés confidentiels défense. Alors, mon objectif ici va surtout être d'essayer de retracer le parcours, les grandes étapes de l'histoire de l'ETA, de comprendre aussi, d'essayer d'interpréter ce mouvement terroriste à travers donc un regard d'historien qui va privilégier les sources dont il a eu à disposition, c'est-à-dire essentiellement des documents d'archives diplomatiques, quelques également documents des RG, hein, des renseignements généraux, la presse également, surtout la presse espagnole, la presse française également. Donc ma démarche est chronologique et forcément la première chose qui s'impose, hein, la première période, comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que j'appellerais les années Franco, et c'est à ce moment-là le mouvement contre Franco.
ETA, donc, comme vous voyez, Euskadita Askatasuna, Pays Basque et Liberté en basque, est une organisation au départ qui est fondée en 1959. 1959, au moment où la dictature est solidement instaurée, où elle prend d'ailleurs un virage plus ouvert. C'est une époque où, sans rien céder sur le fond et sur les fondements et les principes dictatoriaux autoritaires du régime, le pays s'ouvre économiquement au tourisme, aux capitaux étrangers, et en même temps continue à mener donc une répression féroce à l'encontre de tous ses opposants. Donc l'ETA est fondé en 1959 par un groupe de jeunes nationalistes basques qui sont avides d'action, partisans de mener une action. Et notamment, ils s'opposent au départ, alors non seulement à Franco, mais ils s'opposent également au PNV, au Parti nationaliste basque, qui est un parti de tradition beaucoup plus modéré, et qu'ils accusent d'être beaucoup trop passifs envers le régime franquiste. Et donc, ce groupe donc, se fonde au départ sans forcément avoir une idéologie très claire, sans forcément avoir une méthodologie. Tout cela va se définir petit à petit. Par la suite, on va adopter des sigles, des symboles. Et les années 60 vont être donc pour cette organisation, Pays Basque et Liberté, celle de la définition idéologique. Une définition idéologique qui place l'ETA entre le nationalisme et une idéologie révolutionnaire. Si on regarde bien l'idéologie de l'ETA, en fait, on a une volonté au départ de faire une sorte de synthèse entre le nationalisme basque, hérité de la pensée de Sabino Arana, que vous voyez ici, qui, fin 19e, notamment 19e siècle, a beaucoup insisté sur l'importance de la race, de la pureté de la race basque, sur l'importance du catholicisme dans le nationalisme basque, un nationalisme basque aussi teinté d'un certain ruralisme, un ruralisme anti-libéral, et en même temps qui va se teinter, fin 19e, début 20e, d'un certain régénérationnisme également, volonté de régénérer la nation, et notamment la nation basque. Donc l'ETA hérite de ce nationalisme basque, et en même temps va le revisiter, évidemment, à partir des années 60, va revisiter ce nationalisme basque en adaptant ce nationalisme fin 19e, début 20e à la réalité basque des années 60. Et les militants basques, les premiers militants basques vont mettre l'accent sur plus l'ethnocentrisme, par opposition peut-être à un racisme initial du nationalisme basque de Sabino Arana, vont mettre l'accent sur une communauté de langue, de culture, et moins sur une filiation, on va dire, par le sang, vont mettre l'accent aussi sur un nationalisme de classe urbaine, et non plus sur un seul nationalisme des ruraux uniquement. La haute bourgeoisie, d'ailleurs, dans l'esprit des fondateurs de l'ETA, est accusée d'avoir pactisé avec l'État franquiste, avec le nouveau régime par la suite, le nouveau régime monarchiste. Et donc, tous les jeunes nationalistes, d'ailleurs, certains d'entre eux sont issus même de la bourgeoisie, vont se convertir aux théories donc de ce nationalisme basque revisité et également aux théories marxistes. C'est-à-dire qu'il va s'opérer dans les années 60 une fusion entre le nationalisme basque originel, mais revisité, et une certaine idéologie révolutionnaire marxiste, par le biais notamment de ce qu'on pourrait appeler le modèle anticolonialiste et tiers-mondiste. Les années 60 sont marquées aussi, il ne faut pas l'oublier, par l'émergence du tiers-mondisme, par un contexte de décolonisation. Et donc, tous les jeunes fondateurs de l'ETA sont marqués aussi par ce contexte-là et par le discours tiers-mondiste, par le discours également révolutionnaire. L'idée qu'un peuple opprimé doit légitimement se soulever par les armes. Et de manière un petit peu peut-être schématique, on pourrait dire que ce nationalisme de l'ETA est d'une certaine manière une sorte de fusion entre Sabino Arana, Marx, Che Guevara et Frantz Fanon, si vous voulez. Frantz Fanon. C'est une sorte de mélange donc entre plusieurs sources d'inspiration et une sorte de syncrétisme.
Et lors de la première assemblée générale de l'ETA en 1962, donc il faut attendre 1962, donc 3 ans après sa fondation officielle, pour que donc cette assemblée générale définisse l'ETA comme, je cite, un mouvement révolutionnaire basque de libération nationale. Mouvement révolutionnaire basque de libération nationale. On voit bien l'écho qui peut être fait à cette époque à tout un tas de mouvements de libération nationale et de mouvements anticolonialistes. Et la terre basque, le territoire basque, est pensé comme une sorte de nation occupée par l'Espagne, qui serait la puissance étrangère, l'oppresseur. Et donc l'État, de cette manière, l'ETA lutte contre cette oppression de l'État basque, de l'État central madrilène. Et en même temps, l'ETA se rapproche aussi du mouvement ouvrier dans les années 60, avec cet objectif aussi, dans cette perspective de socialiste et révolutionnaire. Alors les débats idéologiques ne se poursuivent, ne sont pas arbitrés uniquement et arrêtés en 1962. Vous allez avoir dans les années 60 et encore au tout début des années 70, de nombreux débats idéologiques qui se poursuivent au sein de l'ETA, mais qui vont prendre fin donc au début des années 70, au moment notamment du procès de Burgos en Espagne, le procès de Burgos qui marque aussi un tournant. À ce moment-là, donc, l'ETA va se scinder en deux mouvements. D'un côté, ceux qui considèrent qu'il faut mettre l'accent surtout sur la lutte révolutionnaire et socialiste. Donc, ça va être, on va l'appeler ce mouvement l'ETA 6e, 6e Assemblée, qui regroupe alors beaucoup de militants influencés par aussi le trotskisme, le maoïsme en particulier, et donc qui considèrent qu'il faut mettre l'accent sur plutôt donc le combat politique, on va dire, et le combat socialiste. Et puis d'autres, on va appeler l'ETA 5e Assemblée, qui reste fidèle donc à l'ETA originelle, qui considère qu'il faut au contraire maintenir un discours nationaliste radical et privilégier la lutte absolue, la lutte armée absolue, comme méthode de libération nationale. Une autre scission d'ailleurs aura lieu un peu plus tard, en 1974. Scission, alors l'ETA 6e Assemblée finit par se dissoudre. Il ne reste plus que l'ETA 5e Assemblée. Et cette ETA 5e Assemblée va elle aussi à son tour se diviser en deux, notamment en 1974, au lendemain de l'attentat donc, et de la mort de l'amiral Carrero Blanco, que vous voyez ici en photo. Alors cette scission de 1974, elle aboutit à la création de deux ETA, l'ETA PM, donc pour politico-militaire, qui est en majorité en 1974 et qui veut combiner lutte armée et mobilisation des masses, donc ETA PM, et de l'autre côté l'ETA M pour militaire, qui donne la primauté absolue à la lutte armée et qui veut mener une séparation beaucoup plus stricte entre la structure clandestine et la mobilisation des masses. Alors au départ, l'ETA M militaire est minoritaire, mais va finir par devenir, dans les années de la transition démocratique, largement majoritaire. Alors, autre question, quelle est la tactique de l'ETA pour lutter contre Franco? La tactique, c'est d'abord la tactique de la guerre révolutionnaire. Guerre révolutionnaire, donc sur un modèle de libération nationale, d'émancipation nationale. L'idée, c'est action, répression, action. On mène des actions, des attentats, on verra lesquels, par des explosions, par des armes à feu. S'ensuit donc une répression de l'État franquiste, qui apparaît comme encore plus étant l'oppresseur. Et donc, par la suite, est légitimée également une troisième phase, une phase de réaction ou d'action à nouveau, donc de contre-attaque de l'ETA. Ainsi donc, l'idée c'est de provoquer l'État central qui réagira par la répression contre les masses, générant ainsi un mouvement de rébellion de l'ensemble du Pays basque,
une insurrection populaire aussi, à terme, contre le système franquiste. En même temps, cette répression est censée aussi provoquer l'État, mais attirer la sympathie envers les combattants qui résistent contre le régime franquiste. Et donc, les militants de l'ETA même vont jusqu'à dire le meilleur propagandiste de l'ETA et du terrorisme, c'est le régime politique espagnol, c'est le régime franquiste. Alors, quelles sont les méthodes employées? Alors, on a les explosions, vous voyez, les explosions contre les symboles du régime. Alors, explosions notamment contre qui visent des monuments aux morts ou des monuments commémoratifs de la victoire franquiste de 1939. Monuments parfois alors contre des casernes aussi, contre les casernes militaires, contre les mairies. Un premier tournant a lieu néanmoins en 1974 avec en particulier pour la première fois une action qui est menée dans une cafétéria et qui va donc faire ce qu'on pourrait appeler donc des victimes collatérales, donc des civils, mais au départ donc ce sont des fonctionnaires de la police qui sont visés. Alors, l'ETA considère que les civils victimes sont des civils, des dommages collatéraux, hein, mais ces morts innocents ne doivent en rien arrêter la légitimité de l'action terroriste. Et puis également, au-delà des explosions, des déflagrations, des atteintes donc aux casernes, aux mairies, il y a les assassinats. Les assassinats ciblés, comme vous le voyez ici, donc le premier assassinat de l'ETA date de juin 1968, mais celui qui va faire le plus parler de lui, qui va être le plus spectaculaire, c'est l'assassinat de l'amiral Carrero Blanco, qui à l'époque préside le gouvernement de Franco. L'amiral Carrero Blanco, donc c'est le numéro 2, on peut dire, du régime en 1973. Il est assassiné en plein Madrid, le 20 décembre 1973, avec d'ailleurs une voiture qui est soufflée et qui, selon le dire des témoins, donc, faire un vol d'une vingtaine de mètres et un trou, vous voyez, de l'explosion qui est absolument considérable. Et pour la première fois, l'ETA montre sa force, sa capacité de frapper au plus haut sommet de l'État et en même temps donc montre et suscite par cet attentat la stupéfaction et une émotion très forte dans l'opinion publique. Alors la réaction du régime, elle ne se fait pas attendre. Hein. Le régime réagit comment à ces différentes actions? En proclamant l'état d'exception, notamment dans les provinces basques, en multipliant les arrestations, les inculpations massives, par exemple lors du fameux procès de Burgos, donc en 1970, en décembre 1970, une dizaine de militants basques donc, sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Certains ne doivent leur survie et donc d'échapper au peloton d'exécution que grâce à la mobilisation, notamment internationale. Vous voyez donc Gisèle Halimi, Jean-Paul Sartre, une grande partie de la gauche, notamment en France et en Europe, prend fait et cause pour ces militants basques qui passent pour être des résistants. Des manifestations de solidarité donc, sont organisées à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, et en même temps, c'est aussi bien sûr l'occasion pour cette gauche européenne de mobiliser contre le régime franquiste. Donc, ces procès, finalement, cette répression faite d'arrestations, d'inculpations, cette riposte policière, elle provoque ce que souhaitait justement l'ETA, c'est-à-dire une vague de sympathie et même parfois un soutien populaire. Il n'empêche que sur le terrain, l'État franquiste obtient un certain nombre de succès contre les commandos terroristes. Beaucoup de militants sont arrêtés, l'ETA est affaibli. Certains historiens considèrent même que lorsque Franco meurt, donc en 1975, qu'à cette époque, en 1975, eh bien, l'ETA est quasiment démantelé. L'ETA politico-militaire est quasiment démantelé et l'ETA va aborder la transition démocratique
dans une position de grande faiblesse, en tout cas faiblesse opérationnelle. Lorsque donc Juan Carlos monte sur le trône d'Espagne en 1922, novembre donc 1975, les etaras, comme on les appelle, donc les combattants basques, sont affaiblis, mais par contre, dans l'imaginaire des etaras, dans l'imaginaire de ces combattants basques, leur lutte armée est solidement ancrée dans l'imaginaire et dans une sorte d'imaginaire collectif, et on peut même dire d'une certaine manière qu'ils ont engrangé un certain capital de sympathie qui fait partie presque de l'identité du mouvement basque. Et c'est donc à ce moment-là que va commencer donc une nouvelle phase, une phase que je qualifierais tout simplement de la période donc contre la démocratie à partir de 1975 jusqu'au début des années 90. L'ETA va devoir se positionner face non seulement au nouveau régime monarchiste qui se met en place, mais va devoir aussi reconsidérer sa stratégie, sa tactique. L'ETA donc s'insurge finalement contre la démocratie après s'être insurgé contre Franco. Je m'explique. D'abord, ce n'est pas contre la démocratie, c'est contre la transition démocratique. Contre la mise en place de la transition démocratique, c'est faite, comme vous le savez, en partie grâce à Juan Carlos, qui a été roi désigné par Franco, qui lui-même a désigné Adolfo Suárez à partir de 1976 comme président du gouvernement, qui lui-même est un homme issu du sérail franquiste, Adolfo Suárez. Et donc, l'idée, c'est que cette transition démocratique est le fait des élites, elle est imposée. Et c'est ce qui, d'une certaine manière, va faire dire aux militants basques de l'ETA que la transition démocratique n'a de démocratique que le nom ou l'adjectif. Il faut donc continuer la lutte contre cette monarchie franquiste instaurée par Franco, contre Juan Carlos, contre le gouvernement démocrate chrétien qui est issu des urnes à partir de 1977, au motif que donc cette monarchie est importée. Et ce qui est très étonnant, et vous voyez les schémas que je vous montre, c'est que quand on regarde le chiffre des attentats, le chiffre des opérations, eh bien on s'aperçoit que la période qui va de 1975-76, mort de Franco, début de la mise en place de la démocratie en Espagne, jusque dans les années 80-90, on voit bien que toute cette période est la période où l'ETA va être la plus active. C'est, quand on regarde clairement le chiffre des attentats, on voit très clairement que certains auteurs parlent d'un épanouissement à ce moment-là de l'ETA en démocratie. Et il est vrai que l'essentiel des victimes et des actions terroristes de l'ETA se situe au moment où l'Espagne donc engage sa transition démocratique et où le régime disparaît au profit d'une monarchie parlementaire, très progressivement, par étapes, mais au profit d'une monarchie parlementaire démocratique. Même, si vous regardez les chiffres, entre 1975 et 1982, on a 1000 actions qui sont attribuées à l'ETA, et pour cette période, près de 400 morts entre 1975 et 1982, et là, une des périodes la plus meurtrières. Vous voyez les chiffres, 79, 1980, 78, 79, 80, ces trois dates-là sont les plus meurtrières, et elles correspondent justement au moment où, paradoxalement, l'Espagne adopte une nouvelle constitution démocratique au suffrage universel. Si vous regardez également le diagramme que j'ai élaboré et qui figurera d'ailleurs dans mon histoire politique de l'Espagne, qui paraîtra donc aux presses universitaires de Bordeaux, donc vous avez la primeur de ce diagramme. Vous voyez que parmi tous les actes terroristes qui ont été commis au cours de la période 1968-1982, on s'aperçoit que l'ETA est responsable de 72% des actions terroristes, 12% donc les Grappo, donc le groupe révolutionnaire du 1er octobre, qui est un groupe d'extrême gauche, donc 12% d'actions terroristes, l'extrême droite 12% également,
le FRAPP, donc, qui est front également révolutionnaire d'extrême gauche patriote, 1%, les anarchistes 1% et autres mouvements 2%. Donc on s'aperçoit que finalement l'ETA s'épanouit en démocratie. Si on regarde également la sociologie des victimes, on s'aperçoit qu'une grande partie sont des membres des forces de l'ordre et de l'armée. 501 personnes, c'est le petit diagramme en bas à gauche, mais 321 victimes civiles, essentiellement des hommes. Donc si on regarde entre 68 et 2010, 771 hommes pour 58 femmes. Si on regarde également la géographie alors de cette terreur, là on s'aperçoit que incontestablement c'est le Pays basque qui est le plus touché, notamment le nord du Pays basque, la province de la Guipúzcoa en particulier, Saint-Sébastien, la région de Bilbao également. La Navarre, beaucoup moins, la Lava également, beaucoup moins, même si la ville de Vitoria est touchée. Quelques actions terroristes, mais pas beaucoup du côté français. Et puis les deux autres zones également très touchées, c'est la région de Madrid et de Barcelone, qui sont aussi les plus peuplées en Espagne. J'y reviendrai. Alors, pour ce qui concerne les méthodes de l'ETA, en démocratie, les méthodes sont inchangées. Les méthodes, c'est toujours attentat, donc soit à la bombe, soit au pistolet, au fusil mitraillette, soit donc les casernes qui sont visées. Ce qui va changer, alors qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est la stratégie de l'ETA. En effet, les réformes démocratiques d'Adolfo Suárez vont ruiner tout espoir d'insurrection populaire. C'est-à-dire la tactique action, répression, action, cette tactique de guerre révolutionnaire, l'ETA commence à comprendre qu'elle ne va pas marcher et que la tactique d'insurrection populaire va échouer. D'où un changement alors de stratégie et d'organisation de l'ETA. L'ETA va se doter d'une organisation sociopolitique. Une organisation sociopolitique et se structurer en réseau, et notamment en réseau politique. Et va se doter notamment de plusieurs vitrines politico-militaires, en particulier la CAS, donc le mouvement CAS, que vous voyez donc en affiche, une des affiches donc sur la gauche. CAS, ça veut dire en fait la coordination patriote socialiste en basque. Et elle-même regroupe tout un réseau de petits partis et syndicats sympathisants de l'ETA. Et CAS va proposer donc en 1976 un programme, on va appeler l'alternative CAS, un programme en 5 points. 5 points qui vont définir un petit peu les 5 grands objectifs politiques de l'ETA dans la démocratie qui se met en place donc à partir de 76-77. Alors ces 5 points, donc je les énumère très rapidement. D'abord, l'amnistie totale, notamment pour les prisonniers basques, les libertés démocratiques pleines et entières, selon les militants donc, de CAS, le départ de toutes les forces militaires et policières du territoire basque, l'amélioration de la condition de vie et de travail de la classe ouvrière, donc c'est le volet, je dirais, socialiste de ce programme, et le 5e et dernier point, c'est le droit à l'autodétermination des Basques dans le sens y compris les Basques du Nord, c'est-à-dire y compris des Basques résidant en France. Donc ça, c'est une grande nouveauté, une volonté donc de donner une sorte de vitrine politique à l'ETA, et la stratégie armée de l'ETA va être dès lors subordonnée à ces objectifs. Et l'activité donc terroriste est censée exercer une pression sur la monarchie, sur l'État monarchique, qui devra céder et accepter cette alternative CAS, donc ces 5 points. Et donc on passe d'une certaine manière d'une théorie, je dirais, de
l'insurrection populaire à une phase de négociation possible, de négociation politique, et on passe en même temps donc de la tactique de guerre révolutionnaire à une guerre d'usure. L'idée, c'est donc de mener une guerre d'usure contre le gouvernement démocrate chrétien d'Adolfo Suárez pour imposer le programme donc, des CAS, de programme en 5 points. Alors, en même temps, c'est à cette époque-là que, comme vous le voyez aussi sur la dernière photo qui est en bas à droite, que l'ETA-PM donc, va plus ou moins disparaître, puisque l'ETA-PM, donc politico-militaire, va considérer qu'à partir de 1978, avec la Constitution notamment, cette lutte armée doit cesser. Beaucoup de militants donc, de l'ETA politico-militaire vont rendre les armes et accepter un programme donc, de réinsertion dans la vie politique. Donc, et le TAPM donc, est dissoute en 1982. Finalement, à partir de cette date, c'est l'ETA-M, l'ETA militaire, qui reste active et qui finalement, dans la presse notamment, être considérée comme la seule ETA. Donc une ETA M, une ETA vraiment militaire, très radicale, qui va également alors se doter d'un bras politique, pour le coup, en plus donc de l'alternative CAS, qui est une alternative programmatique. Deux autres mouvements donc, vont voir le jour. Le mouvement donc, Euskadiko Ezkerra, qui est un mouvement donc, de la gauche, une coalition de gauche, qui va obtenir un député aux élections de 1977. Et l'année suivante, en 1978, le TAM va créer un parti qui s'appelle Herri Batasuna, que vous voyez ici, Herri Batasuna pour Unité populaire, alors que Euskadiko Ezkerra veut dire gauche d'Euskadi, donc du Pays Basque. Herri Batasuna, donc c'est Unité populaire, et Herri Batasuna devient à partir de 1978 la vitrine légale et d'une certaine manière le porte-parole de l'ETA. Alors, l'ETA poursuit son activité donc, à partir de 77-78, notamment aussi parce qu'elle non seulement veut faire pression sur le gouvernement, mais l'ETA rejette aussi la constitution espagnole et rejette le statut d'autonomie du Pays basque, qui est signé en 1979. Ce statut d'autonomie du Pays basque, c'est le résultat d'une négociation entre le gouvernement et, on va dire, la frange modérée du Parti nationaliste basque qui gouverne donc le Pays basque à partir de 1979. Et ces modérés donc, du PNV, du Parti nationaliste basque, qui condamnent encore une fois l'ETA, qui sont gagnés aux idées d'autonomie, mais qui jouent parfaitement le jeu de la démocratie, négocie donc un statut d'autonomie pour le Pays basque en tant que communauté historique. Mais alors, pour une grande partie des militants de l'ETA, ce statut d'autonomie du Pays basque ne garantit en rien les libertés basques. Il ne dit rien sur l'autodétermination du Pays basque, sur l'amnistie, etc. Et donc, une grande partie des nationalistes basques vont se radicaliser, rejoindre d'ailleurs les rangs de l'ETA, et c'est ainsi que l'ETA va aussi élargir sa base de recrutement. Alors, notamment, de nouveaux militants font leur apparition dans les années, fin des années 70, début des années 80, des militants qui ont un peu connu Franco, mais qui sont surtout outrés par un certain nombre de bavures et d'exactions policières, qui sont opposés aux idées et à la transition démocratique menée par les anciens franquistes, qui alors vont se fondre au sein de commandos légaux et illégaux. Alors les commandos légaux sont appelés légaux parce qu'en fait ce sont des commandants, des commandos, je vais y arriver, qui sont non identifiés par la police, qui sont un peu disséminés au sein de la population,
alors que ce qu'on appelle les commandos illégaux, ce sont des commandos clandestins et ils constituent une sorte d'élite opérationnelle. Et alors, sur la question de leur formation, une question qui est encore assez mal connue, on sait qu'il y a des liens de fourniture d'armes avec l'URSS, avec Cuba également, avec certains mouvements pro-palestiniens, irlandais. Tout cela est encore très très mal connu. Les archives sont pour une grande partie fermées. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de ces commandos vont notamment s'entraîner, alors parfois en Algérie, parfois également en France, dans le sud-ouest de la France. Et on sait que, alors par contre, ils vont, là on le sait, bénéficier et se financer selon, en grande partie, deux moyens essentiels. Deux moyens essentiels de financement. Le premier moyen, alors, ce sont des braquages de banques, vol d'armes, tout simplement. Ça, c'est un premier moyen donc pour récolter de l'argent, pour trouver des armes. Le deuxième moyen aussi, alors qui va être le moyen privilégié à partir des fin des années 70, ça va être l'extorsion des entreprises, par le biais notamment de ce que le TA appelle l'impôt révolutionnaire. Il s'agit en gros d'envoyer des lettres, comme celle que vous voyez en bas à gauche, à des chefs d'entreprise, à des gérants de banques, des succursales de directeurs de banques, et donc en leur demandant une rançon, tout simplement. Et évidemment, si la rançon n'est pas livrée tel jour, telle heure, on fait exploser les locaux, ou parfois même on passe à une phase d'assassinat pur et simple. Alors, dans toute la littérature qu'on a pu lire sur le TA, on sait notamment que, par exemple, pour la seule année 1976, environ 50 millions de pesetas ont été raflés. 50 millions de pesetas, donc ça fait une somme assez conséquente qui permet aux combattants donc de s'équiper en armes, en manière logistique, en matériel militaire, en explosifs, et aussi donc de financer donc des camps d'entraînement et de participer donc à ces opérations. Alors, certains de ces chefs d'entreprise qui reçoivent, vous voyez, les lettres comme vous avez là, ça donne lieu parfois à des épisodes tragiques, notamment en mars 1976. Bon, il y a un industriel basque qui dirigeait une entreprise de machines à coudre qui est enlevé. Donc, on réclame auprès de sa famille de payer la rançon n'arrive pas, il est tué un mois plus tard. Et alors, cette affaire tragique, elle a notamment dissuadé aussi une grande partie des industriels basques à faire front contre les exigences des États, qui ont réussi donc à instaurer une sorte de climat de terreur dans tout le Pays basque. Pour ce qui est d'une autre action très importante, d'un autre volet très important du combat des terroristes, il n'y a pas seulement le combat à l'explosif ou à l'attentat. Bon, il y a certes, alors les attentats avec armes à feu, ça représente à peu près un tiers des actions. Il y a beaucoup d'attentats à la bombe, ça représente à peu près un peu plus de 40% des attentats à la bombe. Il y a un quatrième volet, alors, c'est, vous le voyez, alors je montre la carte de gauche, c'est le soutien notamment à tous les militants qui sont incarcérés. L'ETA notamment va faire un travail de soutien à toutes les organisations sociopolitiques, Eri Batasuna, CAS, qui organisent des grandes manifestations de soutien aux militants incarcérés. Donc, comment l'ETA soutient ces opérations? Eh bien, par là aussi la violence, en faisant exploser des bombes et en demandant donc explicitement dans les revendications
d'accélérer les transferts de prisonniers. Car comme vous le voyez donc sur la carte, certains sont emprisonnés dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, d'autres donc à Valence, en Murcie. L'idée donc c'est pour les militants d'être transférés, une revendication des Etaras, de transférer tous ces prisonniers pour qu'ils soient le plus près possible de leur famille au Pays Basque. Voilà. Donc, notamment en 1979, l'ETA va lancer une grande campagne d'attentats contre les intérêts touristiques de la Costa del Sol, donc en Méditerranée, pour demander justement explicitement le retour au pays des prisonniers transférés. Donc ça, c'est une grande opération à partir de 1979. Et alors, elle va plus ou moins marcher parce que cette pression est telle à cette époque que le gouvernement démocrate chrétien d'Adolfo Suárez, puis ensuite de Leopoldo Calvo Sotelo, va finir par accorder en juillet 1981 d'accorder donc le transfert de 120 etaras de Cadix vers la région basque. Alors, ces attentats à la bombe donc, font non seulement des dégâts matériels, mais parfois aussi, bien sûr, des morts, et donc des morts civiles, pas seulement donc, des officiers et des brigadiers de la paix, notamment en 1979, donc il y a un médecin de la prison de Cadix qui, par exemple, est tué dans un attentat. Et c'est ce qui, notamment, motive en grande partie, provoque une forte émotion populaire et va motiver le gouvernement à accepter donc le transfert d'un certain nombre de etaras de l'Andalousie vers la région basque. Voilà, alors, autre dernière remarque également sur ces opérations, c'est-à-dire que vous avez non seulement donc, des actions qui sont menées contre les symboles de l'État, mais vous avez parfois aussi des règlements de compte entre militants basques, et notamment tous ceux qui ont fui, pris le chemin de l'exil ou ont rendu et déposé les armes, sont accusés par les militants basques actifs dans les années 80 d'être des traîtres. C'est le fameux épisode qui concerne notamment Yoyes, le film Yoyes, où vous avez donc Dolores González Catarain, de son vrai nom, qui est surnommé donc Yoyes, qui est assassiné donc en 1986 sous les yeux de son fils, pour avoir accepté, donc après avoir pris le chemin de l'exil au Mexique notamment, et être revenu au pays pour avoir accepté donc de déposer les armes. Et donc, elle est considérée comme une traître à la cause basque, à l'ETA, et elle est assassinée donc en 1986. Autre aspect également, alors dans les années 80, c'est la question du sanctuaire. C'est-à-dire que vous avez pendant quasiment 20 ans, de 1959 à 1978 au moins, tout le sud-ouest de la France qui a pu être considéré comme un véritable refuge, un sanctuaire pour les militants basques. Militants basques qui, comme je le disais tout à l'heure, étaient considérés parfois comme des véritables résistants, au moins aux yeux d'une partie de la gauche française. Et en même temps, le gouvernement français, que ce soit l'époque de Charles de Gaulle, de Georges Pompidou, ou même encore de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, au moins jusqu'en 1978, le gouvernement français, bref, ne voulait pas importer le problème basque sur son territoire. Donc, on contrôlait, on surveillait les militants basques, on leur accordait même le statut de réfugiés, de combattants donc, du régime franquiste, mais même après 1975 et la mort de Franco, beaucoup ont continué à bénéficier du statut de réfugiés politiques. Et vous aviez d'ailleurs un paradoxe qui faisait que plusieurs militants de l'ETA menaient des opérations
sur le territoire basque, faisaient sauter des bombes donc, à Saint-Sébastien, et une heure plus tard, ou à peine une demi-heure plus tard, ils étaient de l'autre côté de la frontière, réfugiés en France. Donc la France n'a pas voulu importer le problème, elle a fermé les yeux sur ces terroristes, considéré que ce n'était pas donc, la question basque une affaire internationale, mais c'était une affaire uniquement hispano-espagnole. En plus, donc, comme je vous le disais, c'est vrai qu'aux yeux d'une grande partie de la gauche française, hein, y compris socialiste, pas seulement communiste, les États ont été pendant très longtemps comparés à des résistants à Hitler, des résistants au fascisme. Il ne faut pas oublier quand même que le régime franquiste il a survécu à la Seconde Guerre mondiale, que Franco a été arrivé au pouvoir grâce à Hitler et à Mussolini. Et c'est ce qui a expliqué donc, cette vision parfois idéalisée des combattants basques, des combattants donc des Etaras. La France, alors, qu'est-ce qu'elle a préféré? Jusqu'en 1978, la France, alors, puisque à partir de 76-77, les autorités quand même espagnoles demandent aux Français, donc aux autorités françaises, de mettre un frein à ce sanctuaire, cette sanctuarisation donc du territoire du sud-ouest français pour les Basques. Alors le gouvernement français, jusqu'en 78, préfère mener donc des expulsions. Certains donc, militants de l'ETA sont expulsés de France, mais vers l'Amérique latine, vers le Venezuela notamment. Ce n'est que progressivement que la France va adopter un langage un peu plus ferme vis-à-vis des Etaras, d'autant que, alors, certaines opérations d'extorsion et de levée de l'impôt révolutionnaire mises en place par les Etaras vont viser des intérêts français, notamment les intérêts français en Espagne. Des chefs d'entreprise françaises sont visés, parfois enlevés. Le gouvernement, d'ailleurs, menace d'extrader des militants, hein, si l'ETA s'en prend aux intérêts français et si l'ETA mène des opérations sur le sol français. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir plus ou moins une montée des tensions entre l'organisation terroriste d'un côté et le gouvernement français de l'autre. Alors, à partir des années 77-78, l'ETA notamment s'en prend à tous les véhicules français qui sont immatriculés français et qui sont plastiqués, notamment quand ils stationnent à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol ou en Catalogne. L'ETA va aussi lancer des opérations d'attentats à la bombe, en tout cas, contre des entreprises françaises installées du côté du Pays Basque, en particulier Renault, Citroën, mais aussi Carrefour. Voilà donc pour cette phase. Alors, tout cela se déroule évidemment dans un climat de très grande violence, hein, très grande violence révolutionnaire, violence également entretenue, pas seulement par l'ETA, mais aussi par l'extrême droite, puisque vous avez en effet une sorte de contre-terrorisme qui s'organise. Un contre-terrorisme qui est le fait, alors non seulement de certaines organisations d'extrême droite, notamment groupe AAA, donc la AAA pour Alianza Apostolica Anticomunista, d'autres groupes donc d'extrême droite militaires qui se créent comme les Guerrilleros del Cristo Rey, le bataillon basque espagnol aussi, tout un tas de petits groupuscules d'extrême droite, alors avec des composés parfois d'anciens guardias civils, d'anciens militaires, qui refusent de voir leurs camarades tomber sous les balles sans réaction. Néanmoins, le contre-terrorisme qui va le plus faire parler de lui à partir de 1983 jusqu'en 1987, c'est celui des GAL. Les GAL, donc, c'est le Gruppo Antiterrorista de Liberación, donc le groupe antiterroriste de libération, qui est mis sur pied donc à l'automne 1983. Automne 83, alors c'est à ce moment-là le gouvernement de Felipe González qui est au pouvoir. Et alors ce groupe, donc ces GAL, sont formés avec l'accord des plus hauts responsables du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur de Felipe González, c'est José Barrionuevo, que vous pouvez voir sur le diaporama, participe de très près donc,
à la formation de Segal Enrique Rodríguez Galindo, le guardia civil que vous voyez ici, multi-décoré, et également donc Rafael Vera, qui est également donc un membre des forces de l'ordre. Et alors, ils vont donc organiser, mettre en place une cellule antiterroriste. Alors, le gouvernement nie toute implication avec les GAL, hein, bien sûr, Felipe González et même José Bayonnuevo officiellement nie toute implication, mais les GAL agissent donc avec une certaine impunité. Et l'idée, c'est de mener des opérations de représailles destinées à rendre coup pour coup après chaque opération de l'ETA. Et donc, on va s'installer ainsi dans les années 83-87, hein, c'est la période au cours de laquelle les GAL sont actifs, un véritable climat de guerre sale. Guerre sale, donc, alors, les GAL, par contre, la violence terroriste des GAL est très importante, mais n'est rien comparé à celle de l'ETA. On estime, donc, selon les chiffres les plus fiables, que les GAL donc, ont mené une dizaine d'opérations d'assassinat, ce qui a causé la mort d'un peu moins de 30 personnes, une trentaine de personnes. Alors qui est visé par les GAL? Essentiellement hein, des commandos actifs de l'ETA, des terroristes de l'ETA. Donc, avec les mêmes méthodes, les mêmes moyens opérationnels, c'est-à-dire assassinat par balle ou bien explosion de voitures piégées ou de certaines, parfois, habitations hein, des terroristes présumés. Donc, voilà pour cette période et ce climat. Alors, je voudrais aborder maintenant une dernière phase qui va être, que j'appellerais la phase de la longue agonie et du long déclin de l'ETA. Long déclin hein, qui commence finalement au début des années 90. Je daterai donc le déclin d'à peu près les années voilà, 92, 95, 98, on va voir pourquoi tout à l'heure. Donc la décennie 90, bref, marque petit à petit le déclin, le début du déclin, mais un déclin qui va être très progressif, et c'est pour ça que je parle de longue agonie de l'ETA. Alors quelles sont, donc pour finir, les grandes évolutions au cours de cette période, donc on va dire 1992 jusqu'en 2018, jusqu'à nos jours, 2021, on peut relever en fait schématiquement 4 grandes évolutions. D'abord, une première idée, c'est que l'ETA va perdre ce que j'appelle la bataille des images. La bataille des images, c'est celle que vous voyez à l'écran. L'ETA va perdre en effet tout le capital de sympathie qu'elle avait pu engranger au sein de la population basque, voire espagnole et même européenne, dans les années 70 et encore parfois au tout début des années 80, notamment auprès de certains basques. Elle va perdre donc tout le capital de sympathie qu'elle avait engrangé. Et on peut parler de la fin du mythe du combattant de la liberté. Les causes sont connues, c'est la réussite de la transition démocratique, le succès des alternances politiques, celle de notamment 82 avec la victoire des PSOE, le succès de l'alternance aussi de 96 avec la victoire du PP, le succès de l'État des communautés autonomes qui se met en place, négocié, et puis surtout les images sanglantes que vous voyez ici, la multiplication des attentats et surtout des victimes civiles, parfois de personnalités connues, politiques. Tout cela, et le témoignage également des victimes, tout cela, toute cette violence hein, qui est médiatisée, ultra médiatisée dans les années 70-80, va accentuer le déclin de ce capital de sympathie dont a pu jouir l'ETA. Alors l'ETA s'en accommode de cette lutte. Les victimes civiles, ce sont comme dans l'esprit de l'ETA, ce sont des dommages collatéraux. Mais c'est vrai que sa lutte, son image, hein, va à partir de ce moment-là être de plus en plus s'associer à une sorte de lutte sanglante sans plus aucune raison d'être. Alors parmi ces épisodes tragiques, je ne les commenterai pas tous, mais vous avez notamment l'attentat de l'Hypercorps, qui est le plus meurtrier
de tous les attentats de l'ETA dans un hypermarché de Barcelone. Donc c'est en 1987, pour la première fois, l'ETA vise un lieu de consommation. Une bombe explose donc dans le parking de cet hypermarché, tuant 21 personnes et faisant 45 autres blessés. Et parmi les victimes, quasiment que des civils et notamment des enfants. Donc c'est pour ça que, vous le voyez ici, l'ETA va perdre un petit peu ce capital de sympathie et donc va être associé à une sorte de lutte sans raison et sanglante. Également, l'assassinat du professeur de droit constitutionnel Tomás y Valiente dans son bureau de l'université Complutense à Madrid va provoquer un très vif émoi. Et petit à petit, j'en viens à une deuxième idée, dans cette longue agonie, la société civile tout entière, espagnole, va s'organiser et se mobiliser contre la violence de l'ETA. La première grande manifestation alors de la société civile antiterroriste a lieu en octobre 1983, au lendemain de l'assassinat d'un jeune capitaine qui s'appelait Alberto Martín Barrios, qui est enlevé par un commando de l'ETA et sauvagement assassiné dans les environs de Bilbao. Et alors, le lendemain de la découverte du corps, des dizaines de milliers d'Espagnols vont manifester à l'appel parfois de certains partis et d'organisations syndicales, le 21 octobre donc 1983, vous voyez les images, et vont manifester, donc défiler dans les rues de toute l'Espagne, pas seulement au Pays Basque, avec le slogan donc « Avec le peuple, contre l'ETA ». Et dans les années suivantes, dans les années 80-90, vont naître tout un tas de mouvements dans la société civile, j'insiste, pas forcément des mouvements instrumentalisés politiquement, des mouvements de victimes, notamment, qui s'organisent à partir donc des années 90, au cri de ETA basta ya, ça suffit, asesinos, basco si eta no, donc basque oui, ETA non. Et donc, de manière générale, toute cette mobilisation de la société civile qui passe par, comme vous le voyez, des manifestations dans les rues, par parfois des manifestations donc de concerts, de musique, par également des chaînes humaines, toute cette mobilisation va prendre une véritable dimension de masse à partir des années 1990, des forums, notamment le forum Hermois, qui voit le jour donc en janvier 1998, qui est composé d'universitaires, de journalistes, d'intellectuels, d'étudiants également, se mobilisent pour défendre la Constitution espagnole, pour également défendre le statut d'autonomie du Pays basque, tel qu'il a été voté et négocié par les Basques, contre évidemment le terrorisme de l'ETA et en soutien aux victimes. Donc le mouvement aussi très connu, c'est le mouvement Basta Ya, qui reprend un des slogans des militants pacifistes et qui est placé sous la présidence d'un philosophe qui s'appelle Fernando Savater et qui va donc mobiliser, rassembler, et qui va, ce mouvement Basta Ya, être récompensé même en 2000 par l'obtention du prix Sakharov pour la paix et pour la liberté de l'esprit, prix Sakharov donc décerné par le Parlement européen. Tout ça pour dire que la société civile se mobilise et s'organise pour briser le silence. Vous voyez ici donc un certain nombre d'illustrations de cette mobilisation, notamment au lendemain de l'assassinat du constitutionnaliste donc Tomás y Valiente, également au lendemain de l'assassinat d'un ancien ministre de Felipe González qui s'appelait Ernest Lluch, qui était ministre de la Santé. Donc toute la Catalogne également se mobilise. Et alors, un des symboles de cette mobilisation, c'est la main blanche, comme vous voyez, les manifestants pour la paix, pour la fin du terrorisme, qu'ils soient donc basques, catalans, madrilènes, etc., manifestent avec, en silence souvent, et avec donc le symbole de la main blanche. Un geste pour la paix et contre
le terrorisme de l'ETA qui est né à ce moment-là, donc dans les années 90-2000. Et puis, tout cela va évidemment être relayé aussi par les partis politiques. Les partis politiques qui, comme vous voyez ici, dans la photo en haut à droite, partis politiques qui, avec Felipe González, Adolfo Suárez, on distingue aussi José María Aznar, on distingue Alberto Ruiz Gallardón à côté de Felipe González, on distingue aussi le maire de Madrid. Bref, tous les hommes politiques relayent aussi ce discours de la paix. Troisième évolution notable qui explique la longue agonie aussi de l'ETA, donc dans les années 90-2000, c'est que l'ETA va enregistrer plusieurs défaites. Défaites qui sont à la fois des défaites sur le terrain, des défaites militaires, mais également des défaites judiciaires et politiques. Alors, les défaites militaires, je passerai plus vite là-dessus. Les défaites militaires, elles sont surtout les défaites dans le cadre de la lutte antiterroriste mise en place par l'Espagne avec la collaboration de la France. À partir de 1984, donc il y a les accords de la Castellana entre les deux ministres de l'Intérieur français et espagnol qui mettent en place donc une coopération policière et qui va se renforcer dans les années 80-90, donc avec une collaboration très très importante et très forte entre les polices françaises et les polices espagnoles. On peut même aller jusqu'à parler d'une coopération policière modèle, avec échange d'informations, échange également de magistrats. Tout cela va permettre alors de très nombreux coups de filet dans les milieux terroristes basques, non seulement en Espagne, mais surtout en France, notamment le coup de filet de Bidart en mars 1992 va quasiment permettre l'arrestation d'un coup de 12 militants qui faisaient partie de la cellule organisationnelle et de la tête de l'ETA. Donc voilà, sur le plan également judiciaire, le tribunal suprême espagnol va condamner des militants d'Herri Batasuna, la vitrine politique de l'ETA dans les années 90-2000. Sur le plan politique aussi, les partis politiques espagnols hors vitrine légale de l'ETA, donc hors HB, hors Herri Batasuna, décident de signer plusieurs pactes contre le terrorisme. C'est le premier d'entre eux, c'est le pacte de Ajuria Enea de janvier 1988. Il y en aura d'autres par la suite. Alors face à cette multiplication donc des faits militaires, judiciaires et politiques, l'ETA va d'ailleurs souffler le chaud et le froid, si j'ose dire, et va hésiter sur le plan stratégique. Si bien que c'est peut-être le quatrième et dernier facteur qui explique, et j'en terminerai là-dessus, qui explique donc la progressive agonie et la disparition de l'ETA. L'ETA hésite beaucoup face à cette situation, face à ces défaites, entre soit la radicalisation de la violence, soit au contraire une évolution à l'irlandaise. À l'irlandaise, c'est-à-dire en acceptant un dialogue avec le gouvernement. Alors, il y a des pourparlers, par exemple, entre l'ETA et le gouvernement espagnol qui commencent dans les années 80, notamment à Alger, des pourparlers secrets aussi dans les Landes, dans les années 80, mais tout cela n'aboutit pas. Alors, affaibli donc militairement, également politiquement, l'ETA va se montrer favorable parfois à une sorte de guerre de rue, ce qu'on appelait la Kale Borroka, vous voyez ici, qui est une sorte qui va sévir alors dans les principales villes du Pays basque. Alors, la Kale Borroka, c'est une sorte d'intifada basque, c'est-à-dire il s'agit beaucoup d'actes d'incivilité menés souvent par des jeunes cagoulés qui s'en prennent alors à des lieux publics. Donc, ce sont des actes de vandalisme contre aussi les établissements bancaires et commerciaux, contre le siège de certain nombre de partis et associations politiques aussi. Donc, la Kale Borroka entretient ainsi, dans les années 2000 notamment, un climat de tension dans toute la région. Alors, elle finit par progressivement échouer, mais elle donne aussi de l'ETA une image de l'ETA, ce sont des casseurs finalement. Voilà. Alors, néanmoins, c'est la stratégie jusqu'au boutiste de l'ETA qui l'emporte après quelques négociations et
je passe sur la chronologie un peu rapidement, mais après avoir tenté de négocier, notamment avec les partis basques, notamment le PNV, en 98-99, l'ETA va revenir dans les années 2000 à une stratégie jusqu'au boutiste. Donc, qui va se traduire dans les années 2000 par un regain d'attentats sans forcément faire beaucoup de victimes, mais des attentats marquants et très spectaculaires, notamment, vous voyez ici, en 2006 contre l'aéroport Barajas de Madrid, et également donc, à Palma de Majorque, là où séjournait donc, le roi pendant ses vacances, le roi Juan Carlos à l'époque. Alors, pourquoi ce jusqu'au boutisme de l'ETA? Je dirais il y a 3 raisons essentielles et je terminerai mon propos là-dessus. La première raison, c'est que l'ETA a toujours voulu faire une sorte de tactique de dissuasion du faible au fort, c'est-à-dire de volonté de se montrer, de faire parler d'elle. Et donc, elle considère qu'il faut faire parler d'elle, qu'il faut entretenir la terreur sous peine de disparaître. Donc, pour, d'une certaine manière, qu'on puisse surestimer sa force au moment où alors elle décline. La deuxième raison de ce regain de violence dans les années 2000, c'est l'idée que l'ETA voulait sortir du conflit à la tête haute. Et donc, forcer le gouvernement à négocier et arriver en position de force à la table des négociations, au cas où une négociation irlandaise se mette en place. Donc, l'ETA, d'une certaine manière, tue ou commet des attentats pour négocier la paix. Et puis, troisième raison, c'est tout simplement parce que c'est dans la logique aussi de l'ETA. Mieux vaut, d'une certaine manière, pour les combattants de l'ETA, mourir les armes à la main. Et je dirais, quitte à prendre une formule journalistique, la violence armée est dans l'ADN de l'organisation. Les opérations militaires font partie des gènes de l'organisation terroriste et elle ne sait faire finalement que ça, beaucoup plus que négocier. C'est ce qui explique aussi ce sursaut dans les années 2006-2009. Il n'empêche que, affaibli militairement, l'ETA finit par rendre les armes en 2011, annoncer donc un cessez-le-feu unilatéral, et le dernier sursaut dans les années 2010 se traduit donc par des arrestations aussi des dernières cellules actives, une conférence internationale pour la paix donc en 2011 et 2-3 jours après cette conférence internationale pour la paix donc qui a lieu à Ayet et sous les auspices donc de Kofi Annan, eh bien l'ETA donc annonce officiellement sa dissolution. Alors ce qui est très intéressant de noter, juste pour finir en un seul mot, je le dis pour Bruno, l'ETA reconnaît également, non seulement donc elle rend les armes et elle accepte que son arsenal militaire soit contrôlé, surveillé par des inspecteurs, mais en plus, comme vous voyez sur un des journaux en photo ici à gauche, elle reconnaît toute la souffrance, les dommages causés au peuple espagnol, à la nation espagnole. Ce qui est assez intéressant dans une optique peut-être de réflexion sur la mémoire de l'ETA et sur la part de responsabilité qu'elle décide d'assumer. Peut-être plus facile, je dirais, à également faire passer comme message, mais qui permet peut-être aussi aux victimes de commencer à faire un travail de deuil. Voilà, donc désolé, j'ai été un petit peu long. Je vois qu'il est 19h50. Je vais repasser donc la parole à Bruno s'il y a donc des questions. Et merci beaucoup Mathieu Trouvé. J'espère que tout le monde m'entend bien et que Mathieu m'entend également. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Alors, il y a des questions, donc je vais les poser tout de suite à Mathieu. Je crois qu'il y avait d'abord une première question qui concernait... Alors, attendez. Justement, les militants de part et d'autre de la frontière franco-espagnole. Est-ce qu'il y a encore des militants ETA en prison en Espagne ou en France? Oui, j'espère que tu m'entends bien. Oui. Donc,
Oui, bien sûr, il y en a encore en prison actuellement. Alors, il y a plusieurs types de militants et de peines qui ont été prononcées. Il y a eu des peines très très lourdes qui ont été prononcées contre certains militants. Donc, il n'y a pas de peine de mort, comme vous le savez, en Espagne, ni de perpétuité réelle. Par contre, il y a des peines de prison qui sont cumulées, je dirais, pour certains des militants et des plus hauts responsables, vont jusqu'à 380 années de prison pour les principaux responsables et les plus lourdes condamnations. Donc, il y en a encore, bien sûr, en prison, en Espagne. Il y en a aussi en prison en France, même si la France a beaucoup joué le jeu de l'extradition. Et la France a également voulu, le plus possible, renvoyer les prisonniers de l'ETA en Espagne. Souvent d'ailleurs à la demande du gouvernement espagnol. Donc la quasi-totalité des militants aujourd'hui emprisonnés en Espagne le sont en Espagne et au Pays Basque. Certains également encore alors en Andalousie et quelques-uns également aussi à Valence. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a encore plusieurs dizaines, voire centaines encore de prisonniers basques dans les prisons aujourd'hui en Espagne. S'ajoutent à cela alors tous ceux qui ont été condamnés et qui ont bénéficié d'une libération conditionnelle et qui sont sous surveillance avec bracelet électronique. Donc, il y en a plusieurs. Surtout alors ceux qui ont bénéficié de ce genre de mesures, ce sont ceux qu'on appelle les repentis, qui ont accepté aussi notamment de collaborer avec l'État et de reconnaître leur tort, ou qui ont permis de permettre de dénicher d'autres cellules de l'ETA. Donc ceux-là, ils sont sous surveillance, bracelet électronique ou en résidence chez eux. Quelques-uns ont été expulsés et sont en réfugiés en Amérique latine encore, et ont réussi à passer entre les mailles, si j'ose dire, du filet. Merci. Alors, en fait, j'avais été un peu vite sur la question, puisque j'avais fusionné deux questions ensemble. Ah, Donc, il y a la question des prisonniers. ouais. Une autre question d'un autre spectateur. Y a-t-il eu solidarité finalement des Basques français? Et sinon, comment cela s'explique? Et je compléterai, est-ce que d'ailleurs, côté français, est-ce que certains Basques français ont rejoint vraiment les rangs de l'ETA, en tout cas pour ce qui est des actions violentes, on va dire, ou est-ce qu'il y a eu quand même une certaine séparation entre les deux pays à ce niveau-là? Oui, alors c'est une très très bonne question en effet. C'est pareil, cette question des liens de solidarité entre terroristes basques, espagnols et entre eux éventuellement des Basques français mérite d'être posée, ne serait-ce que parce que vous avez, début des années 80, en France, un mouvement qui s'appelle Iparé-Tarak, un mouvement aussi terroriste français qui mène des opérations type attentat, explosion. On sait aujourd'hui qu'il y a eu aussi également une certaine omerta, une loi du silence qui a fait que de nombreux terroristes basques de l'ETA ont pu bénéficier de cash, de cachettes pour leurs armes ou pour eux-mêmes sur le territoire français. Donc, il y a eu une collusion et une sorte de loi du silence. On le voit notamment dans certains films, c'est très bien rendu dans certains films, dans certaines fictions. Donc oui, les militants basques français ont pu aider les terroristes de l'ETA sans forcément participer d'ailleurs à chaque fois à des opérations terroristes eux-mêmes. Mais d'un point de vue strictement matériel, d'un point de vue pragmatique, on a eu des rapports, des contacts assez étroits entre les milieux indépendantistes basques français et certains terroristes basques de l'ETA. Beaucoup se sont réfugiés aussi dans les bars, dans les bars de Bayonne. C'est pas un hasard si donc il y a un commando basque et espagnol donc qui est déniché à Bidar, en particulier. Voilà, vous avez aussi beaucoup
de militants basques, d'ailleurs, qui avaient des surnoms. Hein, la plupart des militants basques et des terroristes basques, je veux dire, avaient des surnoms, et la plupart étaient des surnoms français. Ils étaient connus alias Michel ou alias, etc. Alors, ce qui n'est pas forcément une preuve, mais en tout cas, ce qui permet quand même aussi de voir que dans l'imaginaire des terroristes basques espagnols, les Basques français étaient en quelque sorte des amis, et étaient en quelque sorte des cousins du Nord, quoi. Voilà. Et il y a eu une véritable, à un moment donné, une véritable aide matérielle. Par contre, ça ne concerne pas non plus tous les Basques, évidemment. Ça concerne seulement une frange radicale de certains militants basques français. Donc, c'est loin d'être généralisé. Il faudrait, c'est vrai, à mon avis, mener peut-être plus d'enquêtes, notamment sociologiques, pour en savoir un peu plus sur ces alliances, on va dire. Voilà. Merci. Alors, autre question, cette fois-ci plus sur une sorte de comparaison finalement entre deux violences, celle de l'ETA et puis une violence du gouvernement espagnol sous couvert, enfin non officiel, mais bien réel. Donc Ouais. la violence, un spectateur se demande la violence se mesure-t-elle au nombre de morts? Voilà. Entre le GAL sous la responsabilité directe des gouvernants se réclamant démocratique et une organisation terroriste, le système GAL qui a mis tant de temps à être mis à la vue de tous et qui a bénéficié d'un silence tellement étonnant. Alors justement, est-ce qu'il y a eu aussi des procès qui ont concerné les agissements du GAL? Je crois qu'il y a eu peut-être des procès en France, puisque si j'ai bien compris, le GAL allait justement assassiner des militants sur le sol français, et notamment dans le Pays basque français. Voilà, donc est-ce qu'il y a eu des actions depuis contre certains assassinats perpétrés par le GAL ou pas? Oui, alors c'est sûr que la période dont on vient de parler est marquée par un climat de violence extrême qui n'est pas que le fait de l'ETA, il faut le dire. Néanmoins, c'est l'ETA qui a le plus lourd bilan, hein, comme je le montrais tout à l'heure, en termes de victimes, en termes d'opérations. Les GAL n'ont fait que une trentaine de morts, mais c'est vrai que c'est un terrorisme à part entière qui a pu bénéficier d'une, comment dirais-je, je dirais pas forcément d'une protection, mais qui a pu bénéficier au moins, au mieux, disons, du silence du plus haut sommet de l'État. Officiellement, donc, Felipe González a toujours nié toute implication. Par contre, les GAL, enfin, tout le monde savait. C'est-à-dire qu'il y a même Pierre Joxe, qui était ministre de l'Intérieur en France dans les années 90, je crois, qui raconte, hein, dans un documentaire d'ailleurs, qui témoigne, il dit, voilà, quand il se rend donc en Espagne, il va voir Felipe González et il lui demande, mais Felipe, les GAL, on est au courant que ça existe, on est au courant que c'est vous les commanditaires. Et Felipe González a toujours nié son implication. Et Pierre Joxe a dit, mais j'ai toujours attiré l'attention quand même sur le fait qu'on n'allait pas pouvoir garder ça secret très longtemps. Donc à un moment donné, oui, la justice, hein, a mis son nez dans ces affaires-là, la justice espagnole, la justice française. On a remonté jusqu'à donc Rafael Vera et jusqu'au ministre de l'Intérieur, José Barrionuevo, qui ont fini par être donc mis en procès et qui ont été condamnés. Barrionuevo a de la prison, hein, Rafael Vera également. Donc il y a même, on retrouve facilement sur Internet aussi des photos où on les voit en prison, le moment où ils rentrent en prison. Donc l'affaire des GAL n'est pas restée totalement impunie. Donc il y a eu des procès. Par contre, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas été jusqu'au sommet, jusqu'à prouver l'éventuelle culpabilité ou l'éventuelle part de responsabilité, je dirais, de Felipe González.
Voilà. Mais en vérité, donc les GAL ont fonctionné de 1983 à 1987. Le gouvernement espagnol n'a pas fait grand-chose contre la violence des GAL. On peut le dire. Apparemment, peut-être qu'il y aurait, enfin, je l'ai lu récemment, des documents des services secrets américains qui Oui, diraient que, en fait, ouais. le chef du gouvernement, donc espagnol, était au courant, enfin, avait validé cette option-là. Alors, ça reste bien sûr Ouais, ouais. totalement. Ouais, non, mais tout à fait, j'ai vu ça en effet. J'ai vu plusieurs articles qui parlent que la CIA est à l'origine de plusieurs rapports établissant le fait que Felipe González était au courant. Alors comment, par quel biais, pourquoi, voilà, ce sont des rapports de la CIA en effet qui disent qu'il y a une implication de Felipe González. J'ai vu aussi ces informations-là, mais en bon historien, donc je n'ai pas vu Ouais. la source et il faudrait voir si voilà, les papiers ont été déclassifiés au National Archives de Washington, mais ce serait intéressant oui, de remonter et surtout qu'on voit l'intégralité du document. Mais en effet, c'est une question, c'est encore une fois une question à suivre. Alors peut-être dernière question parce que il va être l'heure de nous quitter. Pouvez-vous nous parler du processus de paix initié ces dernières années à l'initiative de la société civile? Et on vous remercie pour la clarté de votre intervention. Alors peut-être pour compléter aussi, toutes ces années forcément ont laissé des fractures dans la société basque. Voilà, il y a eu des morts d'un côté, il y a eu des militants emprisonnés. Enfin voilà, c'est une histoire qui n'est pas encore totalement fermée. J'imagine qu'il y a du ressentiment aussi dans toute la population basque. Comment le Pays basque aujourd'hui vit-il cet après-ETA qui est si récent? Oui, merci pour toutes ces questions qui sont vraiment très riches, très intéressantes. Moi, j'ai tout mon temps, donc je peux rester, mais j'ai essayé d'être concis et bref. Alors, l'Espagne, comme toute autre nation d'ailleurs européenne, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne et l'Irlande notamment, est marquée depuis les années 90, 2000, surtout 2000, par des querelles mémorielles très importantes. Et alors c'est vrai qu'en Espagne, on a des querelles en plus mémorielles très, très complexes, puisque il y a les victimes de l'ETA, il ne faut pas oublier non plus, comme on disait à l'instant, les victimes des GAL, des groupes donc antiterroristes de libération, les victimes également du franquisme, les victimes de la dictature franquiste. Donc, il y a beaucoup de mélanges, de mémoires conflictuelles en Espagne à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les plaies ont du mal à être pensées. On le voit encore depuis les années 2000 avec toutes les querelles qu'il y a aussi, ne serait-ce que sur les monuments, sur les noms des rues, sur le monument évidemment, le Valle de los Caídos, sur les statues de Franco, sur voilà, tout un tas de bâtiments hérités de la période franquiste. Donc, évidemment, concernant le théâtre, il y a un travail qui reste à faire, de très important, et qui est mené par les associations, la société civile, d'aide aux familles des victimes. Comme je le disais tout à l'heure, la mobilisation sociale contre le théâtre a été très forte à partir donc, des années, deuxième moitié des années 80 surtout. Elle a commencé en 83. Elle a été très forte à partir des années, fin des années 80, début des années 90. Et au départ, donc, il s'agissait d'une part donc, de dénoncer la violence, ça suffit, basta ya, et d'autre part, j'ai peut-être pas assez souligné ça dans la conférence, mais d'aider les familles des victimes. Et d'ailleurs, le premier collectif qui est très important, qui est fondé en novembre 98, qui s'appelle le COVIT, le collectif des victimes du terrorisme, ce collectif est fondé pour venir en aide non seulement aux victimes de l'ETA, mais aussi aux victimes d'Égal. Donc, il y a une volonté, je dirais presque œcuménique, un peu, de rassembler toutes les victimes et de venir en aide à, à l'ensemble de ces victimes, apporter donc un certain secours. Et alors, il y a en même temps un mouvement qui se veut aussi extrêmement pacifiste,
qui se veut au départ aussi indépendant et apolitique. Ça, c'est important de le souligner aussi, apolitique, notamment le mouvement, donc une association qui s'appelle tout simplement Association des victimes du terrorisme, AVT. Donc ça, c'est un mouvement vraiment totalement qui est né assez tôt et qui se voulait justement totalement apolitique et qui a vraiment mobilisé les énergies pour répondre à la violence de l'ETA. C'est dans un deuxième temps, en fait, que toute cette mobilisation associative a permis de faire pression sur le gouvernement pour mettre en place des mesures, faire pression aussi sur l'ETA pour essayer de rechercher des solutions pacifistes, des solutions négociées. Donc ça a été très important, un moment fondateur donc dans les années 80-90. C'est ce qui a poussé l'ETA en 98, par exemple. Je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais en 98, donc l'ETA accepte de mettre en place des cessez-le-feu. Mais alors, il va y avoir plein de marche arrière, c'est-à-dire cessez-le-feu qui est rompu, ensuite on reprend la lutte armée, on revient sur le cessez-le-feu. Ça va durer comme ça dans les années 98-2000, plusieurs fois. Mais c'est vrai que cette mobilisation de la société civile a été très, très importante et elle a peut-être permis aussi d'atténuer l'impact du terrorisme dans les années 2000. Voilà. Mais on la sent surtout à partir des années 2000, en fait. Voilà. Très bien. À dire. Et peut-être dernière question alors sur plus matériel. Est-ce qu'on a pu inventorier si les armes n'ont pas été cédées à d'autres groupes terroristes? Donc finalement le devenir des armes, on sait qu'il y a eu des caches d'armes qui ont été indiquées par l'ETA pour que le gouvernement, enfin pour que la France puisse les récupérer, etc. Parfois il y a eu même des soucis avec des militants qui ont désigné des caches d'armes et qui ont eu des problèmes, je crois, judiciaires. Ouais. Oui, alors, alors officiellement, donc, quand l'ETA rend les armes, elle accepte qu'un contrôle de ses armes, de ses propres armes, soit mis en place. Donc, il y a une partie des armes qui ont été récupérées par les autorités policières et judiciaires espagnoles. Des caches d'armes ensuite ont été trouvées, alors pas que dans le Pays Basque, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du sud-ouest français comme étant un sanctuaire, voilà. Bon, il y a aussi des caches d'armes qui ont été découvertes et des militants basques qui ont été arrêtés à Blois, par exemple. On est très loin du sud-ouest, du côté de Lyon, du côté de Saint-Étienne aussi, même du côté de Damary-les-Lys. Donc il y a eu des caches d'armes qui ont été saisies. On perd un peu la trace ensuite après saisie de ces armes. Lorsqu'elles ont été saisies dans un cadre d'une opération policière judiciaire, on peut dire que voilà, elles ont été ensuite détruites, mises au placard. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu des soupçons qui ont pesé aussi. On n'en a pas beaucoup parlé, je pense que c'est aussi parce que la recherche n'a pas beaucoup avancé sur cette question-là, mais il y a des soupçons qui pèsent sur le fait que certaines armes aient été ensuite revendues ou en tout cas cédées à des organisations mafieuses qui n'ont aucun lien avec l'ETA, mais voilà, qui auraient permis de recycler un certain nombre d'armes vers des organisations mafieuses. Il y a un livre, je crois, qui aborde cette question des liens entre l'ETA, par exemple, et la mafia. Aujourd'hui, voilà, on en est sur des enquêtes qui sont plutôt journalistiques, donc je ne veux pas trop m'avancer sur ce terrain-là. Il faudra continuer, à mon avis, à chercher. Il y a matière à explorer, en tout cas, et à se poser légitimement cette question. Mais merci beaucoup. Il est 8h, 20h10, donc on va s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à vous, Mathieu Trouvé, pour cette conférence passionnante. Et puis, merci à tous les spectateurs qui ont bien voulu la suivre et poser des questions également très, très intéressantes. Merci à tous. Ouais, très bonne soirée et puis à très bientôt. Merci à vous.